Allez, 19h44, Jackie Isabello, Guillaume Duval, Frédéric Farah avec nous sur le plateau. Comment disait Roger Gicquel, la France a peur. Oui, la France a peur. L'Europe a peur. L'Europe a peur désormais. C'est l'Europe qui a peur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'hier, enfin les années 70, oui, effectivement. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'hier, la Commission européenne a fait passer un drôle de message aux pays membres. Ça sent la peur. Elle a demandé à chaque pays de faire un inventaire précis de tous ses stocks de nourriture, de vaccins, de combustible nucléaire, de modules de réparation de câbles, etc., etc., etc. Quand on a vu ça, on s'est posé plein de questions et on s'est rendu compte que derrière, il y avait un plan de longue date, échafaudé de longue date, qui s'appelle Préparation 2030. Voilà. L'idée, c'est que c'est prévenir, c'est guérir, et qu'on est confronté à un paysage sécuritaire de plus en plus complexe et instable, donc on compte nos stocks. Attitude très défensive. Je ne connaissais pas ce plan, personnellement. Dans les entreprises, vous savez, on fait ce qu'on appelle, pardon, oui, très bon français, des risk assessment. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, on fait tourner quelque chose qui emploie des gens, qui sert des clients, qui a un rôle territorial. Eh bien, si jamais on se casse la figure dans tel ou tel domaine, il faut savoir comment réagir vite. Donc, on essaye d'évaluer les risques. Et en face, on se dit, quel est le plan de continuité de l'activité? Si votre banquier il dit « Ah bah zut, mon serveur a cassé, j'ai plein de gens qui veulent payer leur argent, cotiser, enfin payer leur mensualité au crédit immobilier qui ne peuvent plus le faire », c'est tout à fait normal. Et là, il y a deux exemples. Il y a des pays où ça les fait rire. Les Suisses dépensent 2,5 milliards de francs suisses chaque année pour évaluer, s'entraîner et donner des réponses. Les Taïwanais font exactement la même chose. Ils sont soumis à des contraintes environnementales assez majeures, beaucoup de tremblements de terre. Et eux, ils y ajoutent quelque chose qui ne fait pas partie du plan européen, quoique je ne l'ai pas lu dans son ensemble, et qui devrait, parce que l'Europe a une réponse là-dessus, c'est de considérer que l'ingérence et la désinformation fait partie des risques contre lesquels il faut se prémunir. Donc c'est très bien. Alors, rappelez-vous les masques et les vaccins. J'arrête là. C'est plutôt pas mal qu'on se prépare, comme le font toutes les entreprises qui ont eu des activités critiques. Préparation 2030, voilà le nom de ce plan. Oui, alors bon, c'est l'inquiétude européenne, la vulnérabilité. Alors peut-être qu'effectivement l'histoire des vaccins nous a calmés, l'histoire des masques, on s'est rendu compte que là aussi c'était la même chose. Aussi, on s'est rendu compte, après on pensera ce qu'on voudra des décisions en matière de défense, que quand on a voulu aller aider les Ukrainiens, on est allé à la cave pour chercher les vieux canons, des vieux missiles, on a dit on en manque, on n'arrive pas, c'est épouvantable, en 10 jours c'est plié, etc. Donc on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas, et je pense que si on devait continuer à faire l'inventaire, on pourrait trouver d'autres choses assez savoureuses. Mais je pense aussi que ça témoigne d'une inquiétude en Europe, et là on retrouve tout ce qui est désinformation ou autre, ou une espèce d'Europe qui est aujourd'hui très angoissée. C'est de la stratégie défensive, quoi. Oui, voilà, c'est-à-dire que se passe-t-il autour de nous et comment faire face à ces menaces nouvelles, quoi. Guillaume Duval. Oui, donc ça a déjà été dit, mais c'est vrai que le Covid a peut-être servi de leçon un peu. Ce que je pense, c'est que la défense européenne en tant que telle, on en a parlé précédemment, ça risque d'être compliqué à mettre en œuvre dans le cadre de l'Union. Mais il y a une chose qui devrait pouvoir avancer plus vite et plus fort, c'est la protection civile. C'est comment est-ce qu'on fait face ensemble, qu'on met en commun des moyens, etc., pour faire face ensemble aux incendies, aux événements climatiques extrêmes qui vont malheureusement se multiplier. Donc si cette mesure est un premier élément vers une protection civile européenne beaucoup plus costaud et beaucoup plus coordonnée qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est très positif. Comme l'achat commun de vaccins. C'est la même. Si tout ça peut contribuer enfin à ce que l'Union européenne s'affirme comme une puissance de manière large, mais pas forcément... Une puissance qui protège. Et pas dans une logique d'aller guerroyer à droite à gauche contre je ne sais qui. Elle est cohérente avec ce qui fonctionne toujours. C'est-à-dire que l'Europe, elle est embourbée dans tout un tas de process, mais dès qu'elle aborde des sujets un peu de crise, tout le monde s'aligne. Tout le monde s'aligne. Voilà. Rappelez-vous quand même la crise financière. Bien sûr. Pendant le Covid, il y a des choses bien qui sont faites. Ça ne faisait pas partie de ses prérogatives. Dès qu'on touche un peu à des sujets de crise, l'Europe arrive à s'aligner. Il faut utiliser ça pour la faire avancer. Et je vous confirme, les vaccins font bien partie de l'inventaire prévu par les Européens. Il nous reste 3-4 minutes. Je voudrais qu'on dise un petit mot de ce qu'a dit hier le ministre de la République, ministre des Transports, qui a prononcé le mot d'écotaxe.
On ne pensait pas entendre un jour un ministre parler d'écotaxe. Il a dit, en gros, on va regarder très près ce qui se passe dans l'est du pays, parce que vous savez que là-bas, il y a une taxe sur les camions de plus de 3,5 tonnes qui va être déployée sur l'autoroute A35 qui traverse l'Alsace. Alors, ils n'ont pas appelé ça écotaxe, là-bas, ils l'ont appelé Airpass, mais ça vise en fait les camions étrangers qui vont d'un point A à l'étranger à un point B à l'étranger et qui transitent par l'Alsace, parce qu'en Allemagne, il y a déjà une taxe qui existe, qui s'appelle la taxe Maut, et qui vous coûte 34 centimes du kilomètre. C'est-à-dire que chaque camion qui transite en passant par l'Alsace économise 50 € par trajet, grosso modo. Voilà. Et cette idée refait surface dans le rapport qui a été remis hier au ministre pour financer la modernisation des infrastructures de transport. Voilà. Est-ce bien raisonnable de reparler d'écotaxes en 2015, 10 ans après l'épisode dont tout le monde se souvient? Nous, les communicants, qui sommes d'atroces marchands, hein, puisque nous sommes des entreprises, on cite assez rarement Jaurès, mais on le cite souvent en disant quand on ne veut pas changer les idées, on change les mots. Voilà, c'est ça. Donc ils ont appelé ça Airpass. Ils ont bien raison de ne pas appeler ça. Non, mais le ministre hier a parlé d'écotaxe. En tout cas, c'est vrai que cet exemple de l'Est de la France, moi, j'en avais pris connaissance il y a quelques mois ou quelques années, et la description qui en a été faite de la situation de ce territoire par les élus de l'Est de la France était assez catastrophique, en disant on se prend tous les désagréments, tous les risques de santé publique et de sécurité routière de gigantesques camions, tout ça parce qu'on n'a pas été foutu d'organiser un péage de passage de gens qui font leur boulot mais qui profitent des meilleures conditions économiques pour voyager. Donc mettons-le en place, regardons comment ça s'installe, tirons-en des leçons, et notamment du point de vue de ce que les élus locaux pourront nous rapporter, et puis après, s'il faut dupliquer, eh bien, on dupliquera intelligemment avec cette expérience des élus locaux. Guillaume, n'avait pas été le cas la première fois. Sur le plan strictement économique, ça fait évidemment du sens. Pour le fret ferroviaire, par exemple, il paye les infrastructures, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de tuer le fret ferroviaire. Le fret routier ne les paye pas, en tout cas pas au même niveau, et donc tout ce qui peut aller dans le sens de rétablir un peu de justice dans la concurrence entre le train et la route, en particulier pour le fret à longue distance, fait à mon avis du sens. Après, ça reste évidemment politiquement très, très, très sensible. On s'en souvient, mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir sans augmenter les prélèvements sur beaucoup de choses. D'abord les très riches, évidemment, mais aussi ce genre de choses. Je préfère beaucoup qu'on augmente les prélèvements pour financer nos dépenses publiques, plutôt que de chercher à tout prix à baisser ces dépenses publiques qui sont pourtant indispensables dans l'éducation, dans la santé et dans tous les sujets qu'on a discutés auparavant. Frédéric, il nous reste une minute. Juste une minute. Oui. Effectivement, sur cette question de l'écotaxe, je partage un peu ce qui a été dit, même si je comprends pas que ce truc soit ressorti, mais enfin bref. Et là, pour faire écho à ce que disait Guillaume, il y a eu quand même ce papier, ce rapport de la SNCF disant quelque chose que vraiment je voudrais souligner, que combien entre 88 et 2010 il y a eu une insuffisance d'investissement, et que aujourd'hui on dit la facture elle a 100 milliards et que aujourd'hui sur les 33 000 kilomètres de réseau, il y a 17 000 qui représentent le réseau principal, et que s'il n'y a pas les investissements nécessaires, et là il faut imaginer on va se retrouver dans des situations extrêmement difficiles, à la fois pour la qualité du réseau et aussi pour faire face à la crise climatique qui est en cours. Donc là aussi, quand on parle de réduction de dépenses publiques, c'est très intéressant, moi franchement, de revenir sur cette période 88-2010 où on a vraiment fait une politique catastrophique et qu'aujourd'hui dont on paye. Donc il y a de la mauvaise économie, c'est-à-dire ce qu'on a économisé à une époque, il va falloir payer beaucoup plus à l'arrivée, quoi. Ouais. Juste un point, je peux dire. À force de dire que les sociétés d'autoroutes sont des voleurs, des tricheurs, etc., ça c'est comme tout le monde. Quand vous traitez les gens de tricheurs et de voleurs, ils n'ont pas envie de collaborer. Je veux dire, ils font bien leur travail, ils gagnent sans doute beaucoup d'argent, mais ça fait le job, les sociétés d'autoroutes. Les sociétés d'autoroutes savent faire le job que l'État ne sait plus faire. Les Allemands, ils disent on peut rouler chez nous à 250, sauf qu'il y a des trous partout dans la route, quand même. C'est un peu ça le truc. Allez, voilà le mot d'écotaxe qui est ressorti hier dans la bouche du ministre. Affaire à suivre, évidemment. Merci, messieurs, c'est terminé pour ce soir. Jackie Isabello, Frédéric Farah, Guillaume Duval. Merci, messieurs, à très vite pour de nouvelles aventures. Avec plaisir, 19h54.